faut qu'on se lance à un moment donné. Oui. Et moi, je t'attends ton top. Hein. C'est à moi de donner le top. De meuf. Attends, fais voir. Une pièce. Incroyable. On a besoin d'exprimer notre colère. De meuf. Une pièce. Le podcast. Ah, trop bien. Non. Non. Bonjour. Bonjour Claire. Comment ça va, Célia? Eh ben, ça va super. Bah moi aussi, ça va super. Oui, je t'ai même pas demandé. Je réponds quand même, rien à faire. Bienvenue à tous et toutes dans cet épisode de Meuf une pièce. Le deuxième épisode. Le deuxième épisode de ce podcast. Le podcast mi-culturel, mi-papotage de vie finalement. C'est un peu ça. Où on vous parle d'un spectacle qu'on a vu récemment. Et là, on a vu La vie secrète des vieux de Mohamed El Khatib au Théâtre du Rond-Point. Mais de toute façon, n'en dis pas trop, n'en dis pas plus, Célia. Oui. Parce qu'on va se prêter à notre petit défi désormais habituel. Tu vas mettre ton chronomètre. Je vais mettre mon petit chrono et on va essayer de pitcher le spectacle en 30 secondes. Ok. J'attends ton top. 3, 2, 1, c'est parti. Donc nous sommes allés voir La vie secrète des vieux de Mohamed El Khatib au Théâtre du Rond-Point. Tout à fait. Et donc, Mohamed El Khatib a rencontré des vieux et des vieilles lors de ses ateliers de théâtre. Et en parlant avec eux, il a décidé de leur consacrer un spectacle où il met en lumière la notion du désir chez les vieilles et les vieux, la notion de l'amour et du sexe. Oui. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Voilà, c'est parfait. Franchement, rien de plus à dire. Tu peux rien rajouter de plus, j'ai absolument monopolisé la parole. Et comme la dernière fois. Est-ce que tu trouves qu'on s'en est mieux sorti que la dernière fois ? Oui, mais je pense que aussi le sujet du spectacle est plus simple. Ouais. C'est donc Mohamed El Khatib qui est allé interroger dans des maisons de retraite un peu partout en France, mais aussi en Belgique, je crois. Alors oui, c'est sûr, notamment parce que son spectacle a été subventionné en partie par la Belgique. Et notamment le Théâtre National Wallonie-Bruxelles, où le spectacle a été créé. En fait, les premières du spectacle ont eu lieu en Belgique, là-bas. Ok. Et du coup, il a été interrogé donc des vieux et des vieilles. Et je dis vieux et vieilles, pas du tout d'un point de vue péjoratif, mais c'est comme ça qu'ils en parlent dans le spectacle. Donc, respectons le... Ben, je veux dire, c'est pas péjoratif de dire qu'une personne est jeune. Donc, pourquoi ce serait péjoratif de dire qu'une personne est vieille ? De la même façon que... Je veux dire, moi, je dis de moi que je suis grosse et ça me va très bien. Oui, t'as raison. Donc, c'est des personnes qui ont environ 75 ans jusqu'à... Je me demande s'il n'y en avait pas une qui avait 91 ans ou un truc comme ça. Et du coup, il y avait 4 femmes et 2 hommes sur scène, plus le metteur en scène qui était sur scène aussi. Et aussi... et une aide-soignante. Voilà. Et en fait, donc sur scène, on a ces vieilles et ces vieux qui racontent leur propre histoire, un petit peu retravaillée, bien sûr, pour en faire une matière théâtrale. Et on a avec eux ce personnage de l'aide-soignante. Et on se demandait justement pendant le spectacle si c'était une vraie aide-soignante ou si c'était une actrice, une comédienne. Sachant que, bon, on va pas tout vous révéler, mais plus le spectacle avance, plus sa performance nous laisse quand même entendre qu'elle a des vraies compétences d'actrice. Oui. Donc, potentiellement, ce n'est pas une vraie aide-soignante. Et j'ai checké, effectivement, c'est pas une vraie aide-soignante. Ok. Ouais, je trouve ça un peu décevant aussi, j'avoue. En fait, pour moi, c'est un peu tout le défaut du spectacle. C'est-à-dire que tout est présenté comme si c'était vraiment un peu une restitution d'ateliers qui auraient pu avoir lieu dans des maisons de retraite. Du coup, chaque vieux et vieille raconte une anecdote sur eux. Mais en même temps, ça dépend forcément des personnes sur scène, mais il y en a certaines où on voit bien que c'est très joué, que c'était pas leurs propres mots. Et du coup, elle, comme elle se présente vraiment comme une aide-soignante qui les accompagne,
En fait, ça m'a perturbée tout le spectacle. Je me suis dit: «Mais quelle est la vérité dans tout ça?» Ouais, tu m'as même dit à la fin, et j'ai trouvé ça hyper intéressant que tu te poses la question, tu m'as dit: «Mais du coup, est-ce que même eux, ces vieilles et ces vieux, est-ce qu'ils racontent leur propre histoire ou potentiellement l'histoire, d'autres personnes que Mohamed El-Khatib aurait rencontrées au cours de Bah, ses recherches pour le je pense que spectacle?» c'est ça, en fait. Alors, de ce que j'ai trouvé comme info, les vieilles et les vieux racontent vraiment leur propre histoire à D'accord. eux. Et pour ce qui est de l'aide-soignante, Mohamed El-Khatib a vraiment parlé avec des aides-soignants au sein des EHPAD. Il a vraiment voulu restituer quand même leurs paroles aussi au travers de ce personnage, en soulignant que, en fait, la réalité des aides-soignants, leur rythme de travail ne leur permettait pas de se rendre disponible pour un Ah, spectacle, et ce qui s'entend oui. complètement. Oui, oui. En fait, une fois que je l'ai lu, je me suis dit: «Bah oui, évidemment». Enfin, bon, c'est vrai que ça paraît décevant quand on apprend qu'elle est pas vraiment aide-soignante, mais en fait, ça paraît assez évident. Mais c'était pareil, on se disait que le spectacle avait pas duré, très longtemps. Mmh. C'était, un peu moins d'une heure, je crois et après réflexion, je me suis dit: «C'est peut-être aussi que, bah, tout simplement, c'est des personnes âgées et en termes d'énergie, qui se dévoile pendant le spectacle, peut-être que ça implique que rester plus longtemps, c'était peut-être un peu compliqué pour eux aussi». Bah, en tout cas, ils en donnent pas l'impression, et du coup, moi, j'avoue que j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps pour qu'on ait davantage le temps justement de rentrer dans les histoires de chacun et chacune. Parce que, globalement, moi, je suis restée sur ma faim. En fait, sur le papier, ce spectacle avait tout pour me plaire. Rendre visible la parole, de celles et ceux qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas d'habitude, évidemment que ça m'intéresse et que ça me plaît. Et en fait, bah, j'ai pas eu l'impression d'entendre tant que ça la parole des personnes âgées sur ce plateau, parce que comme ils et elles sont nombreux quand même, Mmh. que le spectacle a duré même pas 1 heure, qu'il y a aussi l'aide-soignante, enfin le personnage de l'aide-soignante qui prend de la place, le metteur en scène qui est lui-même sur scène aussi pour prendre un petit rôle, le rôle du chef d'orchestre, on va dire, qui est là avec le texte du spectacle dans les mains Ouais. à jouer le metteur en scène qui dirige ses acteurs et actrices au plateau, en ajoutant aussi, lui, de son côté, quelques anecdotes supplémentaires d'autres personnes qu'il a rencontrées au cours de ses ateliers et de sa présence au sein des EHPAD. Tout ça fait que les personnes âgées présentes ont peu de temps pour nous délivrer un peu de leur propre personne. De toute façon, moi, il m'a vraiment laissé un sentiment d'inachevé, ce spectacle, par rapport à ce que tu dis. Le fait que quand ça s'est fini, j'étais là: «Ah mais c'est déjà fini» et aussi, je trouve qu'on effleure les sujets, mais qu'on ne rentre pas, vraiment dedans. Je me dis, à notre époque, on sait tous que, les personnes âgées, elles ont entre guillemets «quand même une sexualité», enfin, même si on n'en parle pas beaucoup, on s'en doute Bah, je suis et pas sûre qu'on enfin, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup une ignorance là-dessus, parce que c'est pas un sujet dont on entend parler. ouais. Je pense qu'on se pose pas la question, quoi. Mais du coup, j'aurais aimé que ce soit plus, détaillé en fait, parce que je trouve que le spectacle, il oscille beaucoup entre la question de l'amour et la question du sexe et pour Mmh. moi, ça c'est 2 thèmes qui peuvent être assez différents. Mmh. Il y a le côté où on parle beaucoup du fait que, entre guillemets, «les enfants abandonnent leurs parents», d'avoir, des liens d'affection encore avec des gens, donc ça, c'est déjà pour moi un sujet hyper important et à côté, on parle, directement de l'acte sexuel et on pose pas, des questions vraiment crues, genre comment on fait quand on a 90 ans, pour, coucher encore avec quelqu'un, en termes physiques, en termes, d'énergie, enfin, c'est-à-dire que quand c'était les hommes, il y a le Viagra qui est forcément abordé, le fait de pouvoir bander, et cetera. Mais les femmes, c'est très, lisse. C'est en surface. En fait, Ouais, je trouve que le spectacle va pas plus loin que l'intention initiale. C'est-à-dire que la volonté, c'est de faire monter sur scène des vieilles et des vieux pour qu'ils nous expriment le fait qu'ils ont encore une vie sentimentale et ou sexuelle, et que ce n'est pas un tabou pour eux, et que ça ne devrait pas l'être pour la société non plus. Mais en fait, on va pas au-delà de ça, quoi. On pose les faits. On raconte bien sûr 2-3 anecdotes pour rendre tout ça soit mignon, soit rigolo, soit émouvant. Mais comme tu dis, ça va pas bien loin dans ce qui est dit. c'est exactement le terme que tu utilises, mignon. Genre, c'est un spectacle, mignon, quoi. Enfin, Oui, et en fait, pardon, je te coupe non, la non, parole. je Non, t'en mais prie. parce que dire ça, ça
démontre aussi un petit côté condescendant, mais plus de nous, côté spectateuristes, qu'on a de se dire: «Oh, c'est mignon de voir des vieux sur Ouais. scène» et du coup, bah, voilà, c'est un peu suffisant pour, nous convaincre, quoi. Le simple fait qu'il y ait des personnes âgées sur scène et ben, hop, on est convaincu parce que c'est trop chouette, parce que c'est nouveau, parce que ça casse les codes. Mais non, moi, ça me suffit pas, en fait. Non, mais je suis d'accord. Par exemple, il y a un personnage qui parle de son amoureux mexicain qui a ramené du caliente dans sa vie. C'est tout ce qu'elle dit. Et du coup, ça fait rigoler qu'elle utilise le terme caliente. Et forcément, on projette, je sais pas, quelqu'un de plus jeune qu'elle qui lui redonne du désir. Et en fait, on rigole, quoi. Ouais, on rigole et on est enfin, bien sûr qu'on est a avec elle et content pour elle et que ça nous met dans une bonne énergie avec elle. Mais à côté de ça, bah, voilà, elle se déplace avec son déambulateur. Alors ça ne l'empêche pas d'avoir beaucoup d'énergie et De faire une prestation de twerk un absolument super incroyable. exactement, un twerk de folie franchement. Moi, Ouais. j'aimerais avoir ces compétences-là. Elle est vraiment super au plateau, mais c'est vrai qu'à part répéter 2-3 fois pour la blague qu'elle a découvert sa sexualité avec, ce nouvel amant, cubain cubain ou pas? Je sais pas, je dis Mexicain. mexicain, je sais pas. Je Je ne sais plus. C'est pas grave. Bah, à part dire ça, c'est tout. À part si quand même aussi j'ai retenu d'elle que, sa fille lui a demandé: «Maman, est-ce que tu Oui. niques encore?» et elle dit que ça l'a fait beaucoup rire et j'aime bien aussi l'idée qu'on pourrait croire que les vieux voient la vulgarité partout chez les jeunes et en fait ça la fait rire, quoi. Et c'est chouette aussi d'imaginer une relation mère-fille qui est assez fluide et assez simple dans de potentielles discussions autour de la sexualité. En plus, c'est la seule à aborder la question de... elle parle de son corps. Elle dit que jusqu'à un certain âge, elle détestait son corps. En fait, je me suis dit, mais c'est hyper intéressant de se dire que c'est maintenant qu'elle est vieille, qu'elle aime son corps. Bah, ça, on n'en parle pas, quoi. Oui, raconte-nous vraiment, quels étaient tes complexes avant, comment s'est fait, la La transition, déconstruction ouais. de tous ces complexes-là. Tout ça quoi, rentre dans enfin moi j'avais envie de rentrer dans les détails aussi Ouais. parce que même en les entendant parler juste de 2-3 minutes chacun, chacun et chacune reste, hyper attachant quoi. Mais en fait, hyper attachant encore une fois, juste parce que ça fait plaisir de voir des vieux sur scène. Enfin c'est horrible à dire mais Oui. ça m'a pas pris. Moi, je voulais juste qu'on me raconte vraiment quoi, ce que ça fait de voir ton corps changer, de sentir ton corps changer, d'accepter potentiellement des nouvelles choses ou de refuser des choses que tu n'arrivais pas à refuser quand tu étais plus jeune. Qu'est-ce que c'est le rapport au toucher quand ton corps n'est plus le même, tes hormones évoluent aussi. Qu'est-ce que ça change dans le corps par rapport à ta sexualité? Enfin, parce qu'il y a Sally, par exemple, elle dit qu'elle a eu son premier orgasme à Oui. 65 ans. Bah raconte-nous en fait, vraiment. Enfin, on a les gros titres de tout, Ouais, c'est ça. mais on n'a pas l'article qui suit le gros titre, Ouais. quoi. Moi, j'ai envie de lire l'article complet, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais, Très belle métaphore. mais justement, mon désir d'en apprendre plus derrière sur elle et eux, et notamment sur les femmes, faut pas se leurrer, on est des femmes, on aime bien entendre parler les femmes. Mais ça m'a fait penser à un podcast que j'écoute, que j'aime trop, qui s'appelle Pipelette. Donc, elles se présentent comme étant des femmes d'âge mûr. Ok. Et donc, c'est des femmes qui se connaissent pas forcément entre elles, mais qui sont réunies autour d'une table et d'un micro pour parler de, typiquement, leur vie sexuelle et amoureuse, Ok. et pas que, leur vie au global. Et en fait, c'est trop chouette parce que pour le coup, en préambule, on sait que le but, c'est quand même de donner la parole à des vieilles, mais passé ce préambule-là, bah, on les écoute, on les entend, on ne remet plus systématiquement en contexte le fait qu'elles sont vieilles. C'est Ouais. bon, on l'a compris. Maintenant, on peut passer à leur vie, quoi, et on peut s'intéresser à ce qu'elles vivent réellement et rentrer aussi dans leur délire et les écouter interagir entre elles, c'est trop chouette aussi. Enfin, t'as vraiment juste l'impression d'être dans une discussion avec des potes alors que elles ont le double de ton âge. Et j'avais l'espoir je pense, de retrouver un peu ça dans le spectacle et j'ai pas retrouvé ça.
Ouais. Et si vous voulez découvrir le podcast Pipelette, donc sur les réseaux, c'est Pipelette. Mais pour l'écouter en podcast, c'est Humain TV parce que, en fait, donc il y a ce format-là où c'est des femmes d'âge mûr qui parlent entre elles, mais ils font aussi parler des ados entre eux et des enfants entre eux. C'est aussi souvent avec la présence d'une personnalité Ah, mais je crois que publique. j'en ai vu un avec Alexandre Astier et des enfants. Et ils ont parlé d'astronomie. Ah, ok. Pour le coup, j'avoue, j'écoute que ces vieilles dames. Mhm. Et ça a l'air pas mal. Ouais, c'est vraiment chouette. Merci pour la reco. Bah, de rien. Je sais pas si tu voulais aborder le sujet, mais on a toutes les deux perdu notre grand-mère récemment. Oui, enfin, notre grand-mère respective, on n'est pas Oui. sœurs avec Célia. Mais Mais- il se trouve qu'on a perdu chacune notre grand-mère À un mois d'intervalle à quelques peu près. semaines d'écart en début d'année. Franchement, je me suis dit, on a choisi ce spectacle, je vais chialer du début à la fin. Et en fait, il y a un moment qui m'a... Deux, où j'ai vraiment senti les larmes monter. Mais au final, très peu. Je suis restée comme toi, un peu extérieure émotionnellement au spectacle. Même par exemple, j'ai trouvé qu'une des histoires qui était vraiment intéressante, c'est celle de Micheline, qui découvre assez tardivement qu'elle est lesbienne. Pendant des années, elle était avec une femme, mais elle était persuadée que c'était l'autre qui était lesbienne. Donc ça m'a beaucoup fait rire et je me suis dit, bah, c'est hyper intéressant. Et voilà, et on passe vite en fait. Ouais, on passe vite à autre chose. En plus, son témoignage arrive assez tard dans le spectacle, alors que vraiment, je trouve que c'est celle qui incarne le plus son propre propos. Ouais, elle, on a vraiment l'impression qu'elle est sincère dans tout ce qu'elle dit, quoi. Ouais, en plus, elle a un truc hyper naturel aussi dans son jeu. Elle est hyper délicate dans sa gestuelle, alors qu'elle est hyper péchue. Et du coup, ce contraste aussi fait que moi, j'avais envie de l'entendre parler longtemps, quoi. Et aussi, sur le papier, on dit qu'on va parler de la vie secrète, la vie sexuelle et amoureuse des vieux. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à parler de leur vie sexuelle et amoureuse d'avant pour mettre ça en comparaison à leur vie sexuelle et amoureuse de maintenant. Le premier personnage masculin, Jean-Pierre, je crois, il parle beaucoup de sa découverte de la sexualité quand il était jeune. Personne parlait de sexualité et que du coup, sa façon d'apprendre le sexe, c'est d'aller récupérer des sous et de se payer une prostituée. Mais après, il parle jamais de ses relations sexuelles actuelles, en fait. Mais à un moment, il dit que maintenant, quand il fait l'amour, il fait en sorte de faire les choses bien parce qu'il se dit que c'est peut-être la dernière. Ouais. C'est vrai que c'était très beau, ça. Ouais. Pour le coup, il y a une scène que j'ai trouvée vraiment très belle en termes de lumière, de décor, etc. Il y a un petit moment karaoké et c'est après un moment assez intense émotionnellement dans le spectacle. Et donc, il chante pas très bien. Mais il y a une énorme boule à facettes. Et je sais pas, la disposition fait que c'était vraiment très beau. Ouais. Cette boule à facettes m'a fascinée personnellement parce qu'elle était vraiment énorme. Je pense qu'il faut le dire une deuxième fois. C'est ta passion, des paillettes. Oui, les paillettes, les boules à facettes, tout ça. Mais vraiment, j'ai été émerveillée par cette boule à facettes. Ouais. Et c'est vrai que le reste du décor m'a laissé assez de glace. En fait, il y a des chaises qu'il déplace au fur et à mesure pour se mettre en avant. Et puis, comme tu l'as dit, il y a le metteur en scène qui est sur scène. Et quand il a fini de parler, il se met sur le côté. Ça fait vraiment professeur qui regarde ses élèves, quoi. Ouais, j'avoue que sa présence sur scène m'a dérangée. Malgré lui, parce que disons que il restait assez discret, assez Oui. en retrait, comme tu le dis. Quand il n'est pas en prise de parole, il reste sur le côté. Même quand il est en prise de parole, il se met jamais au centre de la scène. Il reste toujours un peu quand même en décalage pour leur laisser l'espace. Mais en fait, bon, quand il est là et on le voit et on l'entend et il a une présence qu'on peut pas nier, quoi, une prestance qu'on peut pas nier. Néanmoins, je peux pas nier que c'est extrêmement clair et visible la bienveillance et le soin avec lequel il a voulu travailler avec toutes ces personnes-là. Et je pense que sa présence est aussi là pour accompagner les personnes sur scène. Maintenant que tu m'as dit que l'aide-soignante n'était pas vraiment aide-soignante, je me dis effectivement peut-être que sa présence, elle est là pour rassurer aussi les vieux et vieilles. En tout cas, pour faire vraiment groupe, pour faire vraiment ensemble. On est là, on crée un spectacle ensemble et du coup, je suis là à vos côtés. Je veux dire, c'est clair et net que son intention m'a à aucun moment paru mauvaise sur le fait d'être présent sur scène. C'est juste que moi, j'aurais voulu que la pleine parole soit laissée aux personnes concernées, quoi. Oui.
J'ai trouvé que sa présence, elle ramenait, je sais pas comment dire, mais je trouve que ça faisait un peu restitution. Du coup, le fait qu'il soit là, ça faisait un peu, comme tu l'as dit, chef d'orchestre, je donne la parole à telle personne, je donne la parole à telle personne. La mise en scène du spectacle, le fil rouge était pas très fluide. Mmh. C'était un peu une prise de parole successive des uns et des autres, un peu comme, genre, c'est horrible ce que je vais dire, mais un catalogue de personnes âgées. Genre, allez, c'est autour d'un tel, et page suivante, c'est un tel, et Ouais, page suivante, c'est un tel. Et voilà, on dit deux, trois mots, mais bon. mais il y a quand même quelques moments qui m'ont marquée, qui du coup m'ont aussi questionnée sur toujours cette question de la vérité. Le spectacle commence avec une vidéo, d'une dame, donc d'une vieille dame, qui dit, «Si vous voyez cette vidéo, c'est que, malheureusement, je suis morte, avant que le spectacle commence à tourner». Et à un autre moment dans le spectacle, il parle d'un autre comédien, d'un autre vieux, qui a disparu. Donc à un moment, j'ai fini par me demander si ça aussi c'était vrai, ou pas. Non, c'est vraiment vrai. D'accord. Ils ont commencé le spectacle avec certaines personnes âgées qui sont décédées en cours de route et en mémoire quand même de tout ça, ces personnes-là sont encore présentes d'une certaine façon avec eux dans le spectacle et en fait, ils et elles sont très présents, oui, effectivement. Oui. Franchement, c'est un bel hommage quand même parce que pendant tout le spectacle, on nous laisse entendre que hi hi ha ha ho ho, c'est génial, on est vieux, mais il faut pas croire que tout ce qui rythme nos journées, c'est la maladie, Oui. la décrépitude, la déchéance, le manque d'autonomie et tout le tintouin. Non, nous, on a une vie, on est dynamique, on est joyeux, on a des amants, des amoureux, des amoureuses. On est fiers de le dire, mais enfin, n'oublions pas quand même que, alors, pour ces vieux et ces vieilles-là, ok, c'est le cas, mais il y a aussi une réalité, c'est qu'on se dirige tous vers la mort de plus en plus, l'âge avançant, quoi. Et ça veut dire qu'on se dirige aussi tous et toutes potentiellement vers quand même un corps qui se retrouve diminué à un moment donné. Et on le voit d'ailleurs avec certaines qui sont avec une canne, avec un déambulateur. Mmh. La personne qui est décédée et qu'on voit en vidéo au début du spectacle était en fauteuil roulant. Enfin, c'est quand même une réalité qu'on doit pas nier malgré presque la romantisation du propos avec tout ce côté un peu joyeux. Moi, je l'ai pas trop vu comme ça, je l'ai plus vu comme, en fait, exactement ce que tu as dit de ce que disait Jean-Pierre. Tu sens qu'il y a une volonté, du coup, de profiter des derniers instants, de croquer la vie à pleines dents, une espèce de joie de vivre. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mmh. Tu t'évoquais le décès de nos grands-mères respectives tout à l'heure et je pense que c'est aussi pour ça que moi, mon regard était biaisé là-dessus. Enfin, j'étais très contente et évidemment de voir des personnes qui avaient envie de profiter de la vie Oui, jusqu'à la fin sur scène. mais qui ont Mais la possibilité de le faire. mais qui ont la possibilité de le faire. Et moi, de ce que j'ai vu des EHPAD, parce que ma grand-mère était en EHPAD, c'est pas ça, quoi, que j'en ai vu. Enfin, et ça parle que de moi, hein. Oui, Attention, je remets pas du tout en question ni l'intention, ni les propos du spectacle. ça pointe une autre chose qui m'a dérangée dans le spectacle, c'est, comme tu l'as dit, la représentation des EHPAD. Effectivement, c'est l'aide-soignante, enfin le personnage de l'aide-soignante qui prend la parole pour quand même dire à un moment donné: «Les EHPAD sont des institutions maltraitantes» et je trouve ça bien quand même qu'elle le dise. D'autant plus que j'imagine bien que si le metteur en scène s'est permis, d'employer ces termes-là dans le texte du spectacle, Mmh. c'est qu'il a entendu le personnel hospitalier des EHPAD eux-mêmes dire que les institutions sont maltraitantes. Et même, je trouve qu'il y avait, des propos un peu jugeants sur, les personnes qui, mettent, leur famille en EHPAD. Et ça m'a un peu gênée, parce qu'il y a des moments, ce choix-là, il est fait parce qu'il y a pas d'autres solutions possibles. Je trouve que ce propos, il est trop simple. En fait, ça m'a fait la même sensation que, leurs propos sur la sexualité. C'est-à-dire que oui, OK, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut creuser un petit peu? Non, voilà. Ouais. C'est donc Yasmine, le personnage de l'aide-soignante, elle est assez en colère en fait contre les familles qui mettent leurs aînés en EHPAD et puis basta quoi. Enfin, c'est une façon, selon elle, de juste se débarrasser de la charge que représentent nos aînés. Et elle dit aussi que c'est culturel, selon elle. Enfin, ce que je rejoins évidemment, hein, c'est pas dans toutes les cultures qu'on met nos vieux et nos vieilles en EHPAD.
Mais en fait, je trouve ça un peu facile de juste dire c'est culturel parce que oui, c'est culturel, mais c'est aussi sociétal. Évidemment que ça nous déleste d'une charge de mettre nos aînés en EHPAD, mais on peut pas nous demander d'avoir toutes les charges du monde sur les épaules. On peut pas mener 107 vies à la fois, le boulot, la famille, les amis, et puis bien sûr qu'en plus, il faut être performant à tous les endroits. Et en plus de ça, il faut savoir s'occuper de ses aînés et il faut avoir l'espace aussi pour les accueillir Non, chez mais même, soi, et puis le temps, et puis l'énergie, et puis les compétences. En fait, à un moment donné, faut aussi reconnaître qu'on ne peut pas tout faire tout le temps. Et oui, il y a des choix malheureux qui doivent se faire. je trouve que même par rapport à ça, il y a une question de sécurité aussi. Moi, ma grand-mère, elle avait Alzheimer. Pendant un bon moment, elle fumait énormément. Elle a failli foutre le feu à sa maison parce qu'elle a mis sa clope mal éteinte dans la poubelle, quoi. Elle a aussi fait la cuisine avec une cocotte minute où elle a oublié de mettre le petit truc qui fait pch, 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 qui laisse échapper de l'air pour éviter que ça explose. Elle avait besoin de quelqu'un H24 pour la surveiller, quoi. Non, et j'ai trouvé intéressant, par contre, il y a aussi cette question de qui a l'argent pour pouvoir mettre ses grands-parents dans un EHPAD et lequel. C'est sûr que la question financière entre en jeu, hein, évidemment. Ouais. Mm. Tu parlais tout à l'heure de moments qui t'ont ému. Il y a 2 moments dans le spectacle qui m'ont bouleversée parce que les propos tenus sont saisissants de tristesse. Mais j'ai limite là trouvé que le basculement, il était trop intense pour mon petit cœur. Passer de paroles pleines d'enthousiasme à d'un coup des histoires dramatiques, ben ça m'a un peu... Je pense que de voir très bien de quoi tu parles. Ouais, la montagne russe émotionnelle était trop intense pour moi. Tu parles de Anne. Je parle de Anne. C'est pas l'histoire de quelqu'un qui est sur scène à ce moment-là, et c'est donc Mohamed El-Khatib qui raconte l'histoire d'une femme et d'un homme résidant d'un EHPAD qui se sont rencontrés dans un EHPAD. Anne et Jean-Claude, ils sont tombés éperdument amoureux l'un de l'autre, et le témoignage que Mohamed El-Khatib nous donne est complété par des images vidéo de ce couple-là qui est hyper heureux, hyper joyeux de se retrouver pour se voler un bisou loin des yeux du personnel de l'EHPAD, parce que, en fait, il se trouve que la famille de Jean-Claude s'oppose à ce couple-là parce que, ben, pour ses enfants, c'est qu'il doit avoir perdu un peu la tête et ne pas être en pleine capacité Mm. pour s'amouracher comme ça d'une nouvelle femme à son âge. Parce que c'est vrai que dans leurs gestes et dans leurs mots, mais c'est plein de tendresse et c'est plein de fougue, et du coup, on peut supposer que ces enfants se disent: «Non mais il se prend pour un ado, c'est quoi le délire?» Mais en Ouais. fait non, c'est juste, bah oui, il prend encore le bonheur qui lui reste à bras-le-corps, et ce bonheur-là, c'est la rencontre avec cette femme. Mais en fait, leur amour est réellement rendu interdit par leur famille, Mm. et donc le personnel hospitalier se voit obligé de les empêcher tout contact au sein de l'EHPAD pour Mm. vivre leur belle histoire. Mohamed El-Khatib nous lit aussi des extraits des lettres d'amour que Jean-Claude écrivait au quotidien à Anne pour lui dire à quel point il l'aime et à quel point elle embellit ses journées. Mais voilà, leur amour est empêché, et donc cette belle histoire se finit en nous apprenant que, face à cette interdiction, Anne a décidé de mettre fin à ses jours. J'ai envie de pleurer en le racontant. Ouais. Je pense que du spectacle, j'ai envie de dire, c'est malheureusement ce que je retiendrai, alors qu'il y a tellement de belles énergies aussi partagées par les personnes présentes sur scène. Mais cette histoire-là, elle est tellement bouleversante. Et vraiment, tu vois, je suis étonnée parce que vraiment, là, en la racontant, l'émotion m'a prise, Mm. alors que quand je l'ai vue, ça m'a laissé bouche bée, mais j'ai pas été prise par l'émotion tellement que On j'ai est trouvé ça sidéré. trop, voilà, exactement, dans un état de sidération. La salle était très... Enfin, réagissait énormément au spectacle. Il y a eu beaucoup d'applaudissements, beaucoup de rires. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment Ouais. un général. Enfin, on ne sait pas comment réagir, quoi. Ça me questionne aussi davantage sur le tabou qu'il y a à parler de la sexualité de ses parents avec ses parents.
et d'imaginer ses parents avoir encore une vie sexuelle et Mmh. amoureuse passée, je sais pas moi, 70 ans, 75 ans. C'est un truc qu'on n'évoque pas et qui provoque des drames. La preuve en est, une famille qui comprend pas au point de réussir à interdire un rapprochement, que tout ça provoque un drame, bah, c'est affreux. Ça me fait penser que dans les extraits de Anne et Jean-Claude, on entend, une aide-soignante, qui vient les chercher et on sent qu'elle est saoulée de devoir les séparer et qu'elle est là: «Bah oui, en fait, les enfants de monsieur, donc Jean-Claude, ne veulent pas, Mmh. qu'il reste avec, Anne». Et on sent qu'elle arrive à reculons, comme elle est au quotidien avec eux, elle est vraiment dans l'empathie profonde de se dire, «Mais en fait, laissez vivre ces vieux, quoi». Pour le coup, je trouve que le spectacle, il a son importance à cet endroit-là. Je pense qu'en tant qu'enfant de parents, vieillissants, bah, ça plante quand même une petite graine de tolérance et je Ouais. me dis, après avoir reçu ces témoignages-là, si demain, pour une raison ou une autre, ça devait arriver que mon père ou ma mère rencontre une nouvelle personne, décide de trouver son bonheur ailleurs et puis s'épanouissent dans une nouvelle relation, je pense que ce qui importe, c'est juste de se dire que leur volonté, c'est juste de profiter de la vie, en fait, et que ça, on n'a pas à le juger. C'est nos parents, quoi, ils font bien ce qu'ils veulent. Je pense que ça me donne aussi une vision des choses plus tolérante, de me dire, on peut changer de vie, Mmh. à n'importe quel Ouais, âge. il y a pas de schéma, quoi. Mais toi, tu parles de sexualité avec tes parents? En fait, c'est un peu particulier parce que, ma mère travaillait dans une PMI, donc juste à côté en lien avec le planning familial. Donc j'ai tendance à dire qu'elle me parlait trop de sexualité quand j'étais jeune, à des moments où je n'avais pas du tout, mais pas du tout envie de parler de ça. Enfin, des moments où moi, ma propre sexualité était inexistante et où du coup, je le vivais assez mal et le fait d'en parler avec elle, c'était un peu perturbant. Mais où je me suis dit, justement, après avoir vu le spectacle, mais en fait, en vrai, on n'a jamais réellement parlé de sexualité. Enfin, on a parlé de se protéger, de maladies sexuellement transmissibles. Elle m'a évoqué le fait qu'elle avait eu plein d'aventures avant mon père, mais concrètement, on n'a jamais parlé réellement de sexualité, quoi. Et je me suis dit, en fait, le spectacle m'a donné envie d'en parler avec elle. Alors, je ne sais pas si j'y arriverai. Mmh. Il y a quelques fois où finalement j'en ai parlé avec mon père. On a commencé à dire des trucs, après on s'est regardé en mode c'est gênant et du coup on a arrêté d'en parler. Mais par contre, j'en ai beaucoup beaucoup parlé avec ma sœur Mmh. et c'est hyper agréable de pouvoir ouais, en parler avec quelqu'un de sa famille, mais enfin on a vécu dans le même cocon, dans le même la même manière de voir les choses, donc c'est assez intéressant. Mais en général, c'est un peu gênant de parler de ça avec ses parents. Mais quand tu dis que ça t'a donné envie d'en parler avec ta mère, t'aurais envie de lui poser quoi comme question? Au cas où elle écoute ce podcast, par exemple, Par tu exemple. vois? Bah, tu vois, je pense que j'aurais plus envie de parler de son rapport au plaisir féminin. Ouais, en tant que femme, quel est le rapport au désir, le rapport à son corps. Mmh. Et je suppose aussi que le fait d'avoir des enfants, de voir son corps qui change, ça doit aussi être intéressant d'un point de vue confiance en soi et du coup rapport au sexe forcément. Mmh. Mais toi, t'en as parlé avec tes parents? Ta mère était infirmière, donc... Elle était, auxiliaire puéricultrice pour Ah, être ok. exacte. Mais non, moi, j'en ai absolument jamais parlé avec mes parents. Je m'en sens incapable. Enfin, vraiment, on est à un stade de pudeur. Je dirais pas que c'est tabou. Après, tu me diras, la frontière est sûrement mince entre la pudeur et le tabou. Ouais. Mais plus que... Bon, c'est lié. En fait, j'allais dire, plus que le rapport à la sexualité, moi, le sujet que j'aimerais pouvoir aborder avec beaucoup plus d'ouverture avec ma mère, c'est le rapport au corps plus Ouais. globalement. Et ça, pour le coup, j'ai essayé quelques fois, mais c'est impossible. C'est trop compliqué. Ma mère, elle a encore trop de choses à voir avec elle-même avant de pouvoir en Oui. discuter avec moi, Oui. quoi. Parfois, ça me rend triste de me dire, bah, il y a certains sujets que sûrement que j'aborderai jamais avec mes parents et il faut juste que je l'accepte, c'est comme ça. Ouais. Après, est-ce que tu penses que
le fait qu'elle ait encore des sujets à régler avec elle-même, ça l'empêche d'en parler? Les fois où j'ai voulu aborder le sujet, oui, ça l'en a empêché. Après, peut-être que c'est moi qui n'ai pas abordé la chose de la bonne façon aussi. Moi, je me suis beaucoup construite en miroir de ma mère et je pense que j'ai intériorisé beaucoup de ses propres complexes pour moi-même. Mmh. Et donc, quand je lui en parle, elle vit ça un peu comme un reproche. Alors que moi, j'ai déconstruit plein de choses et je veux dire, il y a Oui. plus de... Non, et puis c'est pas comme si c'était voulu, en Oui, fait. voilà. Moi, je lui en ai jamais voulu de rien. Enfin, elle a bien fait comme elle a pu. Mais après, c'est clair que les peu de discours autour de la sexualité que j'ai pu avoir avec mes parents, c'est des petits discours de prévention. Protège-toi, mon enfant. Mais moi, c'était pas que ça. Ma mère me disait, quand tu tomberas amoureuse, que tu feras ta première fois, il faudra que tu te protèges. Tu vois, c'est très, pour elle, la sexualité, c'est très lié à l'amour et il n'y a pas d'autre possibilité que celle-ci, quoi. Oui, mais tu vois, à l'inverse, ma mère, c'était trop délué de l'amour. Le résultat, toi, t'es mariée et moi, je suis célibataire. Non, mais c'est marrant parce que moi, j'ai vraiment un souvenir. Je fais une fête pour la première fois chez moi avec de l'alcool. Et ma mère me donne une boîte de préservatifs en me disant on sait jamais, je préfère te donner. Et en fait, j'étais terrifiée rien qu'à l'idée de ouvrir cette boîte et de me dire mais je suis à 1000 lieues de ça. Ça me faisait un peu sentir de la pression en mode c'est le moment, il faut que tu le fasses. Mais en vrai, si j'avais eu besoin, je pense que je me serais quand même sentie assez à l'aise pour en parler avec ma mère. Peut-être même avec mon père. Oh. Il y a une autre scène, moi, qui m'a beaucoup émue, parce que du coup, forcément, ça m'a fait penser à ma grand-mère aussi. C'est une des vieilles qui parle du fait qu'elle a rencontré quelqu'un il y a 4 ans et que ce monsieur commence à perdre la tête, donc à avoir Alzheimer. Et elle se dit que s'il est mis en EHPAD et qu'il l'oublie et que finalement il se met en couple avec sa voisine de palier ou quelque chose comme ça l'angoisse beaucoup. Et où au final elle se dit si c'est le cas, en fait je le laisserai vivre. C'est pas grave s'il m'oublie du moment qu'il est heureux. Ça m'a fait penser aussi à un autre spectacle, la réunification des 2 Corées de Pomera, où il y a une scène qui m'avait beaucoup émue, où c'est un couple, enfin on ne sait pas qu'ils sont en couple, c'est un monsieur qui dit à une dame non mais là il faut qu'on aille dans le jardin, et elle dit mais comment ça, on va où, qu'est-ce qu'on fait? Il dit bah on fait le tour du jardin comme tous les jours. Et en fait il est hyper agacé et on comprend assez vite que en fait elle a Alzheimer et que lui c'est son mari qui vient tous les jours la voir, et donc tous les jours il doit lui redire je suis ton mari. Et elle est là, ah bon? Ah, c'est super! Et on est mariés depuis longtemps? Bah oui, enfin, ça fait 35 ans. Et ça m'a beaucoup fait penser à ça, où je me suis dit, mais en fait, en couple, ça doit être horrible si l'autre personne, elle oublie, elle t'oublie. C'est un passage qui m'a beaucoup touchée du spectacle. Mais c'est pareil, j'ai pas eu le temps émotionnellement. Enfin, il n'y a pas de blanc qui permettent, en fait, de réellement se laisser prendre par nos émotions. Tu vois, là, dans ce que tu racontes du spectacle de Pomera, il y a un cheminement de pensée en tant que spectateur où tu te demandes pourquoi il est agacé Oui. comme ça et puis tu finis par comprendre. Là, on n'a pas de cheminement de pensée possible parce que juste on nous met directement dedans sans avoir le temps de comprendre un peu plus d'où ils viennent, leur personnalité et tout. C'est juste on nous dit 2-3 phrases choc pour expliquer ce qu'est leur vie sentimentale ou sexuelle aujourd'hui. Et je me suis demandé, est-ce que toi, tu as peur de vieillir? En fait, je pense que j'avais très peur à un moment. Je crois que quand j'ai atteint 30 ans, j'étais super contente parce que, en fait, j'ai l'impression que les femmes dans la quarantaine, enfin entre 35 et 45, elles ont une espèce de forme de respect et de posture. Mais non, ça me fait pas trop peur. Tu vois, c'est drôle parce que moi, quand je te pose la question, moi, je me dis, est-ce que tu as peur de t'imaginer à 70 ans, voire plus? Je crois que je me suis jamais imaginée à 70 ans, donc je me suis pas vraiment posé la question. J'ai plus peur de... Le premier truc auquel je pense, c'est la maladie. Enfin, par rapport à mon corps, c'est assez étonnant, mais j'ai pas vraiment peur de vieillir, quoi. C'est vraiment plus de pas être en forme que de vieillir.
Je pense que c'est parce que aussi on a de plus en plus de représentations de vieux et de vieilles qui continuent à aller prendre des cafés pour bitcher sur les passants en terrasse ou ce genre de choses où je vois aussi en fait tout simplement les gens autour de moi qui vieillissent et où je me dis bah en fait ça va quoi. Ça me fait plus peur en fait les gens qui meurent d'un coup. Subitement, tu peux pas je sais pas mettre ta vie en règle avant de disparaître, c'est plus ça qui me fait peur. J'ai peur de la façon de mourir aussi. Tout ce qu'on vient de dire sur l'EHPAD, sur la maladie, sur Alzheimer, clairement, le fait d'avoir eu une grand-mère qui a eu Alzheimer, ça m'a énormément questionnée sur le fait de rester en vie jusqu'au bout. Et c'est des questions que j'ai eu beaucoup avec mes parents. On s'est mis d'accord sur le fait que si à un moment c'est pas possible, ils iront en Belgique et on les accompagnera pour qu'ils meurent comme ils veulent, enfin dignement quoi. Et c'est plus ça qui me fait peur. Soit je vais tomber malade, soit je vais pas me rendre compte que j'ai Alzheimer, plus que le fait finalement de voir mon corps vieillir dès 25 ans, enfin dès 20 ans, tu le vois vieillir ton corps, enfin changer. Du coup, ouais, non, pas trop. Et toi ? Ce qui me fait peur, c'est de vieillir dans la solitude. Il y a un truc, mais vraiment angoissant. Et ça fait peu de temps que c'est vraiment très fort chez moi, mais j'en arrive à un stade de ma vie où c'est fou à dire. Je n'ai que 35 ans. Hein, mais enfin, comment dire ? J'ai l'impression que là, j'arrive à un stade de ma vie où c'est un peu devenu mon identité d'être célibataire. Genre, je performe le célibat comme personne. Je m'enferme un peu moi-même là-dedans. Je me rends compte que là, j'en arrive à un stade de ma vie où je me suis un peu laissée prendre moi-même au piège de ma solitude. Enfin, de ma solitude, de mon célibat, parce que je suis pas seule. Bref, quand je m'imagine vieille, comme le célibat fait désormais partie de mon identité, je m'imagine vieille seule et ça me fait peur. Ouais, je comprends. Vraiment, ça me crée une angoisse, quoi. Mais tu te rappelles de ce qu'on s'est dit, Claire ? De quoi ? Que... Donc, moi, je suis mariée, mais comme vous le savez, les hommes meurent avant les femmes. Et du coup, on s'est dit qu'après, on sera en coloc jusqu'à la fin de notre vie. Ouais. Je trouve que ça, c'est un truc qui se développe énormément. Enfin, je suis totalement pour, quoi. Mais même, je me dis, même pas forcément parce que t'es célibataire ou quoi, je me dis, entre personnes âgées, ça peut être trop cool de se regrouper, pas dans les mêmes maisons, parce qu'on ne supporte pas forcément tous, mais en tout cas, dans des espèces de communautés, voilà, quoi. Si c'est possible, bien sûr. Oui, si on est encore en capacité de s'autogérer. Imaginez une fin de vie entourée de tous mes amis, ça me ferait plaisir, mais je pense qu'il y a aussi, faut pas se leurrer, je pense que j'ai envie de recevoir de la tendresse jusqu'au bout de ma vie, et cette tendresse-là, faut bien reconnaître quand même qu'elle est difficile à avoir quand t'es célibataire, quoi. Un truc qui me reste du spectacle quand même, c'est de me dire que même à 90 ans, tu peux tomber amoureux, quoi. Ouais, carrément. Enfin, j'ai pas envie d'attendre 90 ans. Là. Ça me rappelle un truc horrible. Ah. Moi, je veux pas d'enfant. Et j'avais un médecin, mais c'était mon médecin traitant pendant un moment. Hein. Et il me dit, mais qui viendra vous voir à l'hôpital quand vous serez vieille ? Et je me suis dit, mais c'est vraiment une excuse pour faire des enfants ? C'est affreux de dire ça, mais je pense qu'il y a une part de moi qui comprend. Oui. Je comprends carrément, mais c'est affreux. Alors, moi non plus, je veux pas d'enfants. Mais je pense qu'une des seules raisons pour laquelle je pourrais être amenée à faire des enfants, ce que je ne ferais pas, c'est ça. Ça fait partie de l'angoisse de vieillir seule aussi, de ne pas avoir d'enfants. Ça va me créer une nouvelle angoisse. Oh non. N'hésite pas, si tu veux que je te lance des petites angoisses. J'en ai plein en stock. Si un jour tu es en manque de petites sensations fortes à l'intérieur de toi-même, tu m'appelles, je suis là. Merci Claire. Est-ce que c'est l'heure du quiz ? C'est l'heure de Meuf à quiz. Oui. Allez, qu'est-ce que je t'ai concocté cette fois-ci ? J'ai peur. Je t'ai encore préparé 3 petites questions. Ok. À toi de trouver la bonne réponse. Je t'écoute. Première question. De quelle anecdote vécue par Mohamed El-Khatib est né le projet du spectacle ? Oh, ok. Première proposition. C'est son voisin, René, âgé de 82 ans, qui lui a fait réaliser qu'il n'y avait pas d'âge pour avoir une vie sentimentale quand il lui a raconté qu'il était en train de tomber amoureux de Anne-Marie, 76 ans. Ok. Deuxième proposition. En 2021, il tombe par hasard sur un article de presse. 2 résidentes d'un EHPAD de Valenciennes se sont mariées à 72 ans après avoir caché leur amour pendant près de 50 ans.
Ça tombe bien, il entame des ateliers de théâtre en EHPAD et espère secrètement y entendre d'autres histoires de cœur. Mhm. Et troisième proposition, lors d'un atelier de théâtre qu'il animait justement en EHPAD, une vieille dame est spontanément venue vers lui pour lui parler de sa vie amoureuse et Mohamed El-Khatib s'est étrangement senti gêné. Il s'est alors beaucoup questionné sur ce tabou intériorisé. Oh là là, les 3 seraient des bonnes réponses. Allez, je vais dire la 3. C'est la 3. Non, c'est vrai. Trop bien. Euh, Je trouve que sur scène, dans sa manière de jouer, enfin d'être, il y avait ce côté un peu pudeur. hmm, Je le voyais bien avoir un tabou intérieur. ouais. Et c'est donc dans Coup d'œil, il raconte que, je cite, « Pendant la crise Covid, on m'a proposé d'intervenir en EHPAD. À cette période, l'ambiance était à la sinistrose. L'idée était d'apporter un peu d'humanité et une présence dans des lieux qui en manquaient cruellement. Au détour d'une conversation, lors d'un des ateliers que j'animais, une vieille dame est venue vers moi et a commencé à me parler de sa vie amoureuse. En fait, j'étais un peu gênée, bêtement gênée, je devrais dire. Cela m'a beaucoup questionnée. Pourquoi étais-je mal à l'aise alors qu'il y avait dans la démarche de cette pensionnaire quelque chose de naturel ? Quand on parle de la vieillesse, on évoque la maladie, la déchéance, la perte d'autonomie, jamais le désir et l'amour. J'ai donc voulu questionner cet endroit précis, ce tabou presque absolu. Deuxième question ? Oui. Dans ses pièces, Mohamed El-Khatib donne la parole aux gens de la vraie vie qu'on n'entend pas ou peu d'habitude. Mais qui a-t-il mis en lumière dans son précédent spectacle en 2019 ? Je te propose les gardiens et gardiennes d'immeubles, les visiteurs et visiteuses de prison, ou bien les enfants de parents séparés. Je crois que les gardiens d'immeubles, ça me dit quelque chose. Tu parles là-dessus ? Ouais. Non. Non. C'était les enfants de parents séparés. Ah ouais. Il a fait les petits-enfants avant de faire les petits vieux. Ah, trop bien. C'est dans le spectacle La Dispute en 2019. Il réunit des enfants de 8 ans qui témoignent de la séparation de leurs parents. Ah, ça doit être vachement intéressant aussi. Mais c'est pas les seules typologies de personnes auxquelles il s'est intéressé, puisqu'il a aussi, en 2017, dans le spectacle Stadium, il s'est intéressé aux fans de foot. Oui. Et c'est Oui. un spectacle dans lequel il a convié sur scène une 50aine de supporters du Racing Club de Lens. Je crois que c'est là que j'ai entendu son nom pour la première fois. Ok. Et il avait aussi mis en scène le témoignage d'une femme de ménage dans Moi, Corinne Dada, créé en 2014. Et du coup, je me demande bien quelle autre typologie de personnes il aurait envie de mettre en lumière dans ses prochains spectacles. Mais en fait, je crois que les gardiens d'immeubles, c'est parce que je me demande s'il n'y a pas un spectacle sur les gardiens de musée. Et oui, il avait fait une performance en duo avec une autre créatrice dont j'ai oublié le nom. Je déteste ça, mais Ça me dit un truc. Il avait proposé ça effectivement, une performance T'as autour essayé des de m'avoir. immeubles et musées, c'est pas la même chose. Oui, hein. c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Et t'as envie de nous faire une proposition, une petite spéculation sur... Le prochain Ouais, peut-être les surveillants de collège. de collège, ok. Parce que j'ai mis en fausse proposition tout à l'heure les visiteurs et visiteuses de prison, mais je me disais aussi le personnel pénitentiaire. J'aime bien cette proposition, tu pourrais lui dire. Mais après, j'ai l'impression quand même qu'on en entend beaucoup parler de l'univers pénitentiaire dans le milieu du théâtre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font au sein même des prisons, des ateliers de théâtre qui se font au sein même des prisons. Tu parlais de Joël Pomera tout à l'heure, et lui-même, il fait beaucoup de choses avec les détenus. Il mène des ateliers en prison, mais il leur propose aussi une vraie expérience de comédien-comédienne au plateau. Il les aide même derrière à leur réinsertion en devenant comédien et comédienne de ces spectacles. Enfin... Là où je travaillais avant, on avait un projet en prison par an. Il y a une année où c'était des artistes de cirque. Et je me rappelle que ça avait été très compliqué. Le personnel pénitentiaire ne voulait pas qu'on fasse rentrer un trampoline. Parce que du coup, ils disaient que peut-être les gens allaient s'échapper en utilisant le trampoline. Mais non, mais c'est ça énorme. m'avait fait mourir de rire. C'est énorme. J'imaginais trop les Non, pas de trampoline. Le risque est trop élevé. Ouais. D'un bond. Un bond en dehors de la prison. Voilà. Et c'est déjà la dernière question. Oui. Eh oui. Je te propose un petit vrai ou faux. Ok. Les femmes de 65 ans et plus déclarent davantage que les hommes du même âge avoir encore des rapports sexuels. Est-ce vrai ou faux ? C'est vrai.
Et non, Oh non! c'est faux. Mince. C'est Triste. une enquête WeCare qui a déterminé ça. Petit aparté, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des statistiques et vraiment des enquêtes fouillées autour de la vie des vieux, quoi. Enfin, Mohamed El-Khatib avait raison, vraiment, on ne s'intéresse pas à eux. Donc cette enquête-là, en tout cas parmi les répondants et répondantes au questionnaire, 48% des femmes seniors rapportent avoir une vie sexuelle contre 73% des hommes. Oh! Donc elles sont vraiment beaucoup moins nombreuses, mais elles sont plus enclines à considérer que le sexe peut se vivre exclusivement en solo. Ah, 32% d'entre elles contre seulement 12% des hommes. ok. Décidément, ils savent rien faire tout seuls, ceux-là. Ça y est, c'est la fin de l'épisode. Et oui! Merci beaucoup. On espère que ça vous a plu encore une fois. Et on vous dit à la prochaine. Au Et- revoir! Et Pardon. on parle de quoi la prochaine fois? Désolée, j'ai faim. Je sais qu'on va à Nanterre, aux Amandiers. On va voir sans un bruit. Non, pas du tout. Sans faire de bruit. Sans faire de bruit, qui est un spectacle de Louvre-Niche-Laroche et Tal Reveny. Donc on vous dit à bientôt. À bientôt. On n'est pas à l'abri de dire des conneries intéressantes.